Al24 News, bienvenue pour votre édition de 19h. Un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Sans plus tarder, voici votre sommaire. À la une ce soir, le génocide en Palestine occupée. À quelques heures du cessez-le-feu, le ministère de la Santé annonce qu'au moins 23 Palestiniens sont tombés en martyrs, ce qui porte le bilan à plus de 46 899 morts depuis octobre dernier. Et c'est donc demain à 6h30, heure universelle, que l'accord sur un cessez-le-feu à Gaza entrera en vigueur. L'accord prévoit aussi la libération des détenus des deux côtés. Nous en parlerons avec notre invité du jour. Les forces des armées yéménites mènent une opération d'envergure ciblant le ministère de la Défense de l'ennemi sioniste dans la ville occupée de Jaffa. Et puis enfin au Liban, le président Joseph Aoun réclame le retrait des forces sionistes du sud à la date limite du 26 janvier prochain. Antonio Guterres, en visite à Beyrouth, annonce que la communauté internationale était prête à soutenir les efforts du redressement du pays. Gaza, nous sommes plus qu'à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. En attendant, l'armée sioniste profite pour décupler sa folie meurtrière, massacrer le plus possible jusqu'au dernier moment. Comme on va le constater, au niveau du sud de la bande de Gaza, un Palestinien et sa femme ont d'ailleurs été tués par des bombardements. Khan Younes, dans le sud de l'enclave, la destruction est totale après des mois et des mois de bombardements, laissant derrière des milliers de martyrs et des disparus, sauf que cela continue. Ajoutez à ça 5 Palestiniens morts dans un bombardement d'une tente dans la zone de Mawazi, portant désigné comme zone sûre. Le frère du défunt livre son témoignage. Vers 0h30 ou 1h du matin, mon beau-frère Kamel El-Qidra, 33 ans, ma sœur Amel El-Aqad et ses 3 fils, Anas 7 ans, Mohamed 4 ans et Anissa 2 ans, dormaient dans la tente Al-Mawazi, qui est une zone sûre, selon les Israéliens. Soudain, à 1h du matin, un missile les a pris pour cible et ils ont tous été tués, quelques heures seulement avant l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Ils ciblent des enfants qui dorment dans la tente. Ma sœur était enseignante. Elle enseignait les études islamiques. Elle a terminé ses études à l'université Al-Aqsa. Elle n'est ni militante, ni armée. Mon beau-frère est ingénieur en génie civil. Soudain, nous avons vu la nouvelle sur les réseaux sociaux. En tant que famille, comment allons-nous accueillir le cessez-le-feu après avoir perdu notre sœur? Horreur à Gaza à la veille du cessez-le-feu, un rythme des bombardements qui augmente, surtout durant ces dernières 24 heures, durant lesquelles 23 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé. Tout ceci pour s'arrêter au bilan général. Les morts palestiniens depuis le 7 octobre dernier frôlent les 47 000 et 110 725 blessés, sans oublier les milliers de victimes toujours sous les décombres. Allahu Akbar. خلاص لا خلاص خلاص
Chaque jour à Gaza, des enfants sont tués ou grièvement blessés depuis plus d'une année d'agression, à raison de 35 par jour, selon l'UNICEF. Son porte-parole, James Elder, a déclaré lors d'une conférence de presse hebdomadaire tenue au Bureau des Nations Unies de Genève que selon les données médicales, 15 000 enfants ont été tués depuis le 7 octobre 2023. On va parler de ce cessez-le-feu avec notre invité dans quelques instants, un cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur à partir de demain. Malgré le bilan effroyable, les rues de Gaza ont explosé de joie, une population qui attend désespérément l'aide humanitaire. L'accord prévoit dans les grandes lignes la libération de 1000 otages palestiniens, puisque ce sont des détentions illégales. On évoque le mot otage puisque ce sont des détentions illégales, et surtout que nombre de ces détentions concernent des mineurs. Cessez-le-feu à Gaza à partir de demain, 6h30 heure universelle. On verra ce qu'il en sera. Comptez sur nous pour justement suivre ce cessez-le-feu. Mais vigilance, un cessez-le-feu n'est pas synonyme de paix. C'est en tout cas sur quoi repose le scepticisme de nombreux experts palestiniens. La mise en œuvre intégrale des termes de l'accord reste un défi. Je pense personnellement que l'accord sera confronté à de nombreux obstacles. Le plus grand étant qu'Israël puisse tenter de violer l'accord comme il a fait au Liban. Cela déclencherait une réponse de la résistance palestinienne. Et cette réponse pourrait alors être sans contrainte et illimitée. L'avenir de la bande de Gaza dépend de la capacité du peuple palestinien à s'unir et à trouver ses propres solutions internes. Abandonner cette idée rendrait systématiquement difficile pour la communauté internationale de s'attaquer directement aux problèmes de la bande de Gaza. Et pendant ce temps, après le cessez-le-feu, Israël pourrait continuer à imposer un blocus à la bande, ce qui conduirait à davantage de violence et aggraverait le chaos interne en Palestine. Comme on vient de le voir, l'inquiétude est de mise au sein de la population gazaoui pour cause lorsque l'on observe le Liban voisin et un accord similaire foulé aux pieds à maintes reprises depuis novembre dernier. Pourtant, en ce qui concerne les Gazaouis, après les mois terribles, la lueur d'espoir de retrouver un peu de paix relative est vivement espérée. Souila Kilal. Entre espoir et scepticisme, les habitants de Gaza sont mitigés. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu les tient en haleine. Tous veulent y croire, mais craignent une violation de l'accord du côté sioniste. Nous espérons que ce jour est le dernier jour de la guerre. Nous espérons qu'il n'y aura pas de violation du cessez-le-feu. Les gens sont fatigués, nous sommes fatigués par les déplacements, par les maladies, par la faim, par la guerre. Nous implorons Dieu pour que ce soit le dernier jour et qu'il n'y ait pas de violation. Nous espérons que ce cessez-le-feu est réel et que nous retournerons chez nous à Jabalia pour prendre des nouvelles de nos familles et de nos amis et nos proches. Et nous espérons que nous retrouverons le calme et la sécurité pour la première fois après presque 16 mois. Après plus de 15 mois de génocide, plus de 46 000 martyrs, d'incessants déplacements, d'une famine généralisée et une des pires crises sanitaires jamais vécues, les Gazaouis n'ont qu'une hâte de retourner chez eux et panser leurs plaies, même s'ils savent que de chez eux, il ne reste que démolition et villes en ruine. Nous espérons que cet accord de cessez-le-feu soit respecté, car les habitants de Gaza sont fatigués, affamés. Dans chaque maison, il y a des martyrs, des blessés ou des détenus. On en a assez. Les habitants de Gaza ont beaucoup souffert. À moins de 24 heures de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, la tension est à son comble à Gaza. Même si ce samedi, le sioniste Benjamin Netanyahou a annoncé avoir approuvé l'accord conclu avec le Hamas, il n'en demeure pas moins que les habitants de l'enclave ont toutes les raisons d'être sur la réserve, sachant pertinemment que le camp adverse est passé maître dans l'art du non-respect et de la violation des accords et des lois internationales.
Et sur place, les premiers camions d'aide humanitaire ont franchi enfin les frontières de la bande de Gaza, portant un mince espoir à une population brisée par des mois d'horreur. Selon l'OMS, l'accord pourrait augmenter l'aide à 600 camions jour, vital au sein de l'enclave qui lutte toujours pour sa survie. Et on continue de parler de ce cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur demain avec notre invité. C'est tout de suite. Et pour ça, je reçois Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à Al-Quds. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Amjad Chihab, première question, comment est perçu ce cessez-le-feu sur place, partagé sans doute entre scepticisme et espoir? C'est un grand espoir pour les habitants de Gaza. Après 16 mois de massacres, de carnage, ça reste toujours beaucoup d'incertitudes par rapport à la première étape et la deuxième étape. Le véritable problématique, c'est de passer de la première étape aux deuxième étape parce qu'il y a encore des dossiers n'étaient pas encore traiter surtout la quantité et les qualités des prisonniers palestiniens et aussi il y a beaucoup de détails ne sont pas très clairs et surtout aussi que le gouvernement israélien, surtout le premier ministre Netanyahou, apparemment a donné de promesses au parti de sionisme religieux de reprendre le massacre au deuxième étape et apparemment aussi les pressions de garder la unité de son gouvernement. Apparemment, il gagne du temps et il cherche aussi à calmer les pressions intérieures en libérant les 33 retenus par le mouvement de Hamas, mais ça reste toujours la grande question. Est-ce que il ne va pas chercher de prétexte pour justifier de reprendre le massacre? Ça, c'est la grande question. Et surtout il y a des pressions américaines aussi de finir cet accord et la majorité des généraux dans l'armée d'occupation donne conseil de compléter cet accord, mais ça reste toujours des raisons politiques, et personnelles et des partis d'extrême droite qui préfèrent reprendre le massacre en espérant de nourrir encore et de garder la stabilité de ce gouvernement d'extrême droite et revivre des espoirs d'arracher une victoire stratégique contre les Palestiniens et de chercher aussi à liquider la cause palestinienne. Mais tout cela pourra être plus clair dans les 42 jours qui vont venir. Alors, Amjad Chihab, on vous sent quand même un peu sceptique malgré l'annonce de ce cessez-le-feu, mais finalement, c'est vrai que Netanyahou, au sein de son gouvernement, est sous l'égide des pressions des mouvements d'extrême droite, comme Ben Gvir, qui souhaite, lui, complètement l'annihilation de l'enclave razaoui. Pourtant, la communauté internationale aura finalement réussi à mettre de la pression sur l'entité sioniste, malgré des bombardements qui ont redoublé ces derniers temps. Oui, la communauté internationale n'exerce aucune pression sur ce gouvernement. Et ce qu'on a remarqué durant les 16 mois qui ont passé, et la communauté internationale a resté paralysée, incapable, fragile, faible, au moins de faire des pressions pour faire entrer les aides humanitaires et de faire des pressions pour cesser de massacrer les civils. Et on a remarqué que la communauté internationale reste paralysée. Le seul pouvoir qui pourra exercer des pressions sur cet État colonial, c'est les Américains. Mais ça reste la grande question. Est-ce que les Américains, après
après avoir libéré les sionismes qui portent la nationalité américaine, ils vont être intéressés après de faire la pression pour conclure cet accord. Est-ce que les médiateurs qatariens, égyptiens vont respecter leurs garanties? Ce qu'on a remarqué au Liban, les Américains et les Français qui ont porté garant de faire l'État colonial, la force d'occupation, de respecter l'accord signé entre le gouvernement libanais et Israël, mais apparemment, jusqu'à maintenant, il y a des centaines de violations de cet accord. Ça peut se faire répéter avec l'accord avec la bande de Gaza, avec le mouvement de Hamas. C'est ce qu'on attend, mais avec beaucoup de prudence et beaucoup d'incertitude qu'Israël respecte cet accord. Mais il y a 1890 détenus selon l'accord, selon ce que stipule l'accord, qui devraient rentrer chez eux. C'est peut-être une nouvelle à retenir, pour ne pas dire une bonne nouvelle, Amjad Chehab. Je vous sais sceptique par rapport à cet accord dont on parle. Oui, moi j'ai toujours dit que ce gouvernement est d'accord pour un accord partiel, un trêve temporaire, mais on le sent avec toutes les données qu'on a, que ce gouvernement d'extrême droite, il n'a aucune intention de stopper les agressions et les massacres. Et il nourrit avec le sang coulé des Palestiniens pour garder sa stabilité et son unité en massacrant les Palestiniens. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune pression, apparemment peut-être pour le président Trump, pour montrer qu'il est capable de faire quelque chose dans les 42 jours à venir. Mais après les 40 jours, en passant de première étape ou deuxième étape, je pense que ça sera les véritables défis et les véritables examens des engagements des pays qui ont donné des garanties au mouvement de Hamas et aux Palestiniens qu'Israël va respecter. Mais on n'est pas sûr encore. Et toutes les discussions qui se déroulent derrière le rideau dans des salles fermées montrent qu'il n'y a pas une véritable volonté de continuer. Alors, Amjad Chehab, Gaza est un champ de ruines, c'est un secret pour personne. Netanyahou, à l'époque, disait que le but des bombardements était d'en finir complètement avec la résistance palestinienne, et il indiquait que le Hamas était une cible justement à détruire. Et on le voit aujourd'hui que le Hamas, c'est lui qui négocie avec l'entité sioniste et avec les autres partis. C'est une victoire politique majeure, Amjad Chehab, pour la Palestine dans sa totalité, mais aussi pour la résistance palestinienne et particulièrement pour le Hamas. Tout à fait, c'est une victoire politique. Mais surtout que la déclaration de Netanyahou en 2023, il a dit que Hamas c'est terminé, c'est fini. En 2025, il dit que j'attends la réponse de Hamas, il cherche à porter la responsabilité de Hamas, ce qui montre qu'il reconnaît qu'il a eu un échec total d'éradiquer le mouvement de Hamas et la résistance palestinienne, mais ça reste toujours un problème interne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer avec une défaite politique, parce qu'il a donné deux objectifs, que la seule solution pour libérer le retenu sionisme entre les mains du mouvement de Hamas, c'est la pression militaire. Ça n'a pas marché, il a eu son temps, 16 mois, c'était pas suffisant, et au contraire, on a remarqué que la résistance reprend et il fait une guerre d'usure qui fait tomber beaucoup de soldats. Et la deuxième objectif, elle a dit, je vais éradiquer le mouvement de Hamas. Et là, on voit sur le terrain que Hamas continue malgré la supériorité militaire, malgré les moyens utilisés et le chantage utilisé contre ce mouvement, la destruction massive de toute la bande de Gaza. Et ils n'ont pas réussi à briser la volonté de combattants de Hamas à se rendre. Parce qu'il a promis que Hamas va se rendre et qu'il va obtenir le retenu israélien contre rien, sans parti. Et là, on voit que cet État colonial il paye le prix cher.
Il paye le prix de beaucoup de dégâts économiques, beaucoup de pertes militaires et une perte de l'image sur la scène internationale et une défaite militaire, une défaite politique claire devant tout le monde, avec une crise profonde dans la société intérieure de cet État colonial. Merci Amjad Chihab d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université d'El-Quds. Je vous dis à bientôt. Un mot de l'UNRWA présent, ou plutôt l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Philippe Lazzarini a appelé à un soutien et un financement pour l'agence afin de lui permettre de continuer à mener à bien ses tâches conformément au mandat de l'ONU qui lui a été accordé, soulignant sa volonté de soutenir la réponse internationale en élargissant la portée de ses opérations et en reprenant l'éducation et la fourniture de soins de santé au sein de l'enclave Razaoui. Un visage sur ces Palestiniens qui attendent de rentrer chez eux après des mois de bombardement. Manar Mamdouh, une déplacée de Raza qui a traversé la frontière égyptienne en février 2024 avec sa belle-sœur blessée et qui avait justement besoin de soins. La jeune femme n'a qu'une hâte, revoir Raza et vivre. Amalam Zienzitouni. En compagnie de sa belle-sœur clouée dans un fauteuil roulant, Manar Mamdouh trépigne d'espoir. Cette jeune Palestinienne a traversé la frontière égyptienne pour assister sa belle-sœur blessée par des éclats d'obus et l'accompagner dans ses soins. Toutes deux attendent avec impatience l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et la réouverture du poste frontière de Rafah pour rentrer chez elles. Dès que nous avons appris qu'il y avait une trêve et un cessez-le-feu, nous avons été submergés de joie. Nous sommes reconnaissants envers Dieu et nous espérons que c'est la fin de nos souffrances et que le meilleur reste à venir. Même si l'état de santé de la belle-sœur Ghadir Mohamed nécessitait cette prise en charge médicale à l'étranger pour pouvoir sauver ses deux jambes de l'amputation, les deux jeunes femmes veulent absolument retourner à Raza, cette terre qui les a vues naître et pour laquelle elles sont prêtes à tout sacrifier. Notre terre est notre fierté. Quand nous retournerons à Raza, nous enlèverons nos chaussures, car notre terre est arrosée du sang de nos martyrs. C'est notre honneur, notre dignité et notre fierté. Personne ne quitte volontairement sa terre, mais nous avons été obligés de partir malgré nous. J'ai hâte d'y retourner, de retrouver toute ma famille, de nous réunir, de nous retrouver et de reconstruire notre vie depuis le début. Même si Raza semble être aujourd'hui une ville fantôme, un territoire hostile à la vie humaine, partant de bombardements et de massacres sionistes qui ont, durant plus de 15 mois, semé la mort parmi ses enfants, les Razaouis, eux, ne sont pas prêts d'abandonner leur mère patrie. Cessez-le-feu, on en parle encore, sujet du jour, cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur demain, 7h30 à peu près, heure algérienne. Comment justement l'accord a été perçu du côté des habitants de la Cisjordanie occupée? Réponse. Nous espérons que l'accord de cessez-le-feu sera effectivement appliqué dans la bande de Raza le plus rapidement possible. Je souhaite que nos compatriotes palestiniens vivent en paix et en sécurité et puissent restaurer Raza grâce à leur volonté tenace. Nous espérons que la guerre prendra fin et que la paix viendra. J'espère que les familles de ces otages palestiniens seront heureuses lorsqu'elles verront l'accord être respecté. Et les manifestations à l'international en solidarité envers les Razaouis se poursuivent, comme ici à Londres, à partir d'où des voix se sont faites entendre tout au long de cette année pour que cesse le génocide et surtout des voix qui ont critiqué longuement la complicité des dirigeants occidentaux. Après Londres, Barcelone, quelques milliers de personnes se sont donné rendez-vous pour dénoncer le génocide qui est effroyable et ils demandent justement l'arrêt des combats, images et témoignages.
Je ne fais pas confiance à Netanyahou, je ne fais pas du tout confiance à l'État israélien. La vérité, c'est que je ne fais confiance à aucun gouvernement et encore moins au gouvernement israélien. Ils avaient un accord de paix au Liban, mais ils l'ont rompu. Je veux dire, c'est censé être contraire au droit international, mais c'est contraire au droit international d'envahir et de perpétrer des génocides. Ils l'ont fait. Eh bien, le cessez-le-feu, je n'y crois pas parce qu'il change tous les jours. Oui, le cessez-le-feu, mais il continue à perpétrer des génocides. Il continue à larguer des bombes et continue à tuer le peuple palestinien. Israël n'est pas un État voisin digne de confiance. C'est une colonie illégale en Palestine historique et son objectif est le nettoyage ethnique du peuple palestinien. Et on en vient au Yémen. Les Houthis, en réponse aux bombardements sionistes de ces dernières heures, le porte-parole yéménite a annoncé avoir visé via un missile balistique une base sioniste à Jaffa. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية. Les forces de missiles des forces armées yéménites, avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant, ont mené une opération militaire importante ciblant le soi-disant ministère de la Défense de l'ennemi israélien dans la ville occupée de Jaffa, en utilisant un missile balistique. Le missile a atteint sa cible avec une grande précision par la grâce d'Allah, et les systèmes d'interception n'ont pas réussi à le contrer. Les forces armées yéménites réitèrent qu'elles soutiendront la résistance palestinienne à Gaza et qu'elles prendront avec elles des mesures militaires appropriées contre toute violation ou toute escalade militaire commise par l'ennemi israélien pendant la période de mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Liban et son nouveau président Joseph Aoun, alors que le pays continue d'être bombardé, occupé au sud, ce dernier aurait réclamé le retrait des forces sionistes à la limite du 26 janvier prochain. On le sait, le Liban, victime de bombardements intenses par l'entité sioniste, le silence de la communauté internationale, surtout que le pays n'a pas beaucoup de marge économique, eh bien le secrétaire général Guterres tente d'être rassurant envers le pays du Cèdre. Je sais que dès qu'un conflit prend fin, la reconstruction commence. Je tiens à exprimer notre soutien total et notre volonté de mobiliser pleinement la communauté internationale afin d'apporter au Liban tout le soutien nécessaire à ce que nous croyons être un redressement rapide de ce pays. En laissant redevenir le centre du Moyen-Orient, il sera désormais possible de consolider les institutions libanaises et de créer les conditions pour que l'État libanais puisse pleinement protéger ses citoyens. Et avec le retrait des forces israéliennes et la présence de l'armée libanaise sur l'ensemble du territoire libanais, il sera possible d'ouvrir un nouveau chapitre de paix. Un autre cessez-le-feu qui concerne justement le Liban depuis fin novembre, violé à maintes reprises, on l'a dit par l'entité sioniste. La dernière encartade, pas plus tard que ces dernières heures. Nous avons fait preuve de patience à l'égard des violations pour donner une chance à l'État libanais qui est responsable de cet accord et les paras internationaux. Mais il ne faut pas tester notre patience. J'appelle l'État libanais à faire preuve de fermeté face à ces violations qui ont dépassé les centaines.
Après le tour de l'information concernant le Mashriq, tout de suite notre second invité du jour. Et puis ce soir, on va parler de mémoire, on va parler également d'histoire, mais une histoire qui a forcément des résonances avec notre présent. Et pour cela, je reçois un historien spécialiste de la période coloniale, en la personne d'Olivier Grandemaison. Les discussions, c'est tout de suite après le jingle. Alors, l'islamophobie mémorielle ou l'islamophobie savante, l'islam ou l'arabe est un problème obsessionnel, c'était vrai hier, c'est encore le cas aujourd'hui, notamment de la part des élites françaises. Pour en parler, je reçois alors l'historien Olivier Grandemaison, professeur et auteur de plusieurs ouvrages sur la France coloniale, notamment celui-ci, Ennemi mortel, représentation de l'islam à travers l'époque coloniale. On va en parler. Alors, Olivier Grandemaison, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonsoir. Alors, votre ouvrage s'appuie sur des sources diverses, riches, au sujet de la représentation de l'islam en France, notamment durant la période coloniale et surtout à partir de 1870, c'est-à-dire la Troisième République. Pas que des militaires, mais c'est-à-dire des hommes de terrain, mais des scientifiques, des médecins, des ethnologues, des juristes, même également des journalistes, en tout cas une élite. C'est une élite qui notamment exerçait au niveau du Collège de France, qui plaidait en disant que l'arabe est inassimilable, l'arabe est tout autre. Le racisme était un principe fondamental pour la République impériale, pas notamment que la République impériale, mais surtout la République raciale. C'était vraiment une République raciale, c'était un racisme d'État. Oui, alors il y a plusieurs éléments dans les questions que vous posez. Tout d'abord, effectivement, rappeler ceci, que l'islamophobie en France n'est pas un phénomène récent. Elle émerge effectivement comme islamophobie scientifique au Collège de France par la voix d'un très grand professeur de Collège de France qui, à l'époque, jouit d'une triple légitimité, une légitimité scientifique, puisqu'il est professeur au Collège de France, une légitimité littéraire, parce qu'il est pensé comme un grand écrivain, et une légitimité politique, parce qu'il est enfin pensé comme l'un des pères spirituels de la Troisième République. Et cet homme, c'est Ernest Renan, qui a consacré effectivement des textes et des conférences très importantes à l'islam. Textes et conférences d'autant plus importantes qu'au regard du prestige qui est celui de Renan, ces textes et ces conférences vont avoir effectivement, comme vous l'avez signalé, une extraordinaire influence sur un nombre très conséquent de sciences humaines. C'est vrai pour l'histoire, la géographie. C'est également vrai pour le droit, puisque en effet, un certain nombre de dispositions du Code de l'indigénat de 1875 repose sur des représentations particulières de l'arabe et du musulman, et de l'arabe et du musulman, en effet, comme appartenant à une civilisation, à une culture réputée faire peser sur l'ordre colonial d'une part, mais également bien sûr sur la métropole, des menaces existentielles, dans la mesure où l'islam est d'abord et avant tout pensé par Ernest Renan et les contemporains de l'époque comme une religion de guerre, comme une religion hostile au progrès des sciences et des techniques, hostile au libre usage de la raison, ce qui permet au fond de caractériser l'arabe musulman non pas tellement comme un sauvage, à la différence du noir, mais comme un barbare, c'est-à-dire au sens propre du terme, celui qui, en raison de ses caractéristiques, ou plus exactement des caractéristiques qui lui sont imputées, fait peser effectivement sur l'Algérie en particulier, mais ça peut être le cas également d'autres territoires colonisés par la Troisième République, et je pense en particulier à l'Afrique occidentale française, fait donc peser des menaces constantes et particulièrement graves sur l'ordre public colonial, sur la sécurité des biens et des personnes, et bien sûr sur les colons notamment, et tous ceux qui représentent à l'époque l'ordre colonial. Alors, Ernest Renan, dont on a découvert les textes dernièrement, en tout cas on les a remis à l'aune de l'actualité, donc il fait partie des figures autoritaires savantes durant cette fameuse Troisième République. Pourtant, c'est une république
où on mettait au centre la l'égalité, on voulait en finir avec la hiérarchisation du genre humain et l'adhésion de tous justement à ce principe républicain. C'est aussi les lois sur la liberté de la presse, la liberté d'association, mais aussi cette troisième république, c'est la république aussi de la théorie du droit des races supérieures sur les races inférieures. Et c'est une époque aussi où les révoltes d'El-Mokrani sont encore dans tous les esprits. Alors, absolument. Alors, la phrase que vous citez... Jules Ferry. Une phrase célèbre prononcée par Jules Ferry lors d'un débat très important au cours de l'été 1885, débat dans lequel Jules Ferry prononce cette phrase historique, en effet, estimant que d'une part il y a des races supérieures et des races inférieures, et fort de ce qu'il pense être une vérité scientifique, estime que le rôle des races supérieures est d'apporter la civilisation aux races dites inférieures. Et en fait, Jules Ferry ne fait qu'exprimer là les représentations les plus communes des élites à la fois scientifiques, politiques, juridiques de la Troisième République. Il va y avoir des débats très importants, et je pense en particulier à Clémenceau qui va s'opposer à cela, mais les républicains, en tout cas une partie des républicains emmenés par Jules Ferry, alliés avec la droite monarchique et parfois bonapartiste, vont l'emporter et vont effectivement se lancer dans la construction de l'Empire et mettre en place ce qu'il faut bien appeler en effet une république impériale qui, entre 1885 et 1913, va devenir la seconde puissance coloniale du monde et qui va effectivement, dans les colonies, en Algérie notamment, et vous avez raison de rappeler que l'insurrection d'El-Mokrani est présent pour tous les contemporains parce que ça a été un traumatisme extrêmement fort, vont mettre en place dans les colonies un double ordre juridique, un ordre juridique républicain pour les Français, dans les départements français d'Algérie évidemment, et un ordre juridique et politique juridique raciste, discriminatoire, à l'encontre de ceux qu'on appelle avec mépris les indigènes, et en rappelant que ces indigènes algériens notamment ne sont pas considérés comme des citoyens français, mais considérés comme des sujets français. La conséquence étant que, c'est la règle, ces sujets français algériens sont privés des droits et libertés démocratiques élémentaires, pas de droit de vote, pas de liberté de réunion, pas de liberté d'association, pas de liberté de déplacement dans certains cas à l'intérieur de la colonie, et pas de liberté de déplacement à l'extérieur de la colonie. Et je pense notamment à la possibilité pour les Arabes musulmans d'Algérie de se rendre au pèlerinage de la Mecque, donc chacun connaît évidemment l'importance, et ce n'est pas un droit, alors même que cela relève de la liberté d'opinion, puisqu'en effet le gouverneur général de l'Algérie, pour des raisons d'ordre public, va interdire très souvent la possibilité pour ces indigènes, comme on le dit à l'époque, de se rendre à la Mecque. Et donc se structure effectivement dans les départements français d'Algérie deux ordres politico-juridiques radicalement distincts, et on est en droit effectivement de considérer qu'il s'agit bien de l'avènement d'un État raciste qui repose effectivement sur une conception hiérarchisée du genre humain. Alors beaucoup sont convaincus que les problèmes rencontrés par le colonialisme français, l'administration coloniale ou les militaires face aux révoltes, ce sont des problèmes qui seront résolus par les sciences coloniales. Et pour toute cette élite, l'islam est un problème. L'islam est un problème qu'il faut surveiller, est un problème qu'il faut circonscrire avec tous les moyens à portée de main, ce que vous appelez, vous, le régime de vérité. Alors, le régime de vérité, précisez que ce concept est emprunté à Michel Foucault, et quand Michel Foucault forge ce concept de régime de vérité, il veut faire entendre ceci, qu'il ne s'agit pas de la vérité avec un V majuscule, il s'agit de comprendre comment, à une époque donnée, dans un contexte scientifique particulier, historique, politique, religieux également, certaines analyses, certaines conceptions sont effectivement pensées comme l'expression de la vérité. Je reviens à Ernest Renan. Quand Ernest Renan développe ses thèses relativement à l'islam et considère que l'islam est une religion de guerre hostile au progrès des sciences et des techniques, ces propositions, ces analyses ne sont pas pensées par l'écrasante majorité de ses contemporains comme l'expression de préjugés à l'endroit des musulmans en général et des musulmans algériens en particulier, mais comme effectivement l'expression de la science.
et ça renvoie évidemment à la position et aux positions académiques très importantes occupées par Ernest Renan. Et bien sûr, dès lors que l'islam et les musulmans sont pensés comme faisant peser des menaces extrêmement graves sur l'ordre colonial, les autorités de la Troisième République vont, pour conjurer ces menaces, adopter toute une série de dispositions juridiques, de pratiques de contrôle, tendant à effectivement faire en sorte que ces indigènes musulmans, comme on le dit à l'époque, soient, autant que faire se peut, non seulement surveillés, mais assujettis en effet à un ordre colonial qui, à leur endroit, est extrêmement rigoureux, c'est peu de le dire. D'où vient, au fond, selon vous, cette hantise de l'administration coloniale à l'endroit de l'islam? Est-ce qu'il y a la peur de la démographie? Parce qu'on sait tout bonnement que la population algérienne va être de plus en plus importante et donc l'administration va être complètement débordée. Est-ce que ces représentations négatives du musulman colonisé obéissent aussi à notre but aussi, à savoir on fabrique un ennemi, on le charge de tous les méfaits pour l'exterminer en toute bonne conscience? C'est peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas le but de Ernest Renan et ce n'est pas le but de ceux qui, à l'époque, travaillent, pensent-ils de façon scientifique sur les musulmans. Par contre, effectivement, dès lors que ces conceptions vont devenir des conceptions adoptées par l'écrasante majorité des sciences humaines et une grande partie du personnel politique, administratif et militaire de la Troisième République notamment, mais pas elle seule, ces représentations vont bien sûr justifier des pratiques répressives, des pratiques massacrantes, très particulières dans la mesure où, effectivement, l'arabe musulman étant pensé comme un barbare, il apparaît légitime pour les contemporains, dès lors qu'ils sont confrontés à des troubles qu'ils estiment particulièrement graves, il leur apparaît parfaitement légitime, non pas seulement de recourir à des dispositions juridiques d'exception, je pense en particulier à l'internement administratif et à la responsabilité collective, il leur apparaît parfaitement légitime également de recourir à des massacres, l'objectif de ces massacres n'étant pas de génocider, comme on va l'écrire plus tard, les Arabes musulmans, de les exterminer, en précisant que le terme extermination, tel qu'il est employé à l'époque, n'est pas du tout un synonyme de génocide. Le terme d'extermination désigne des massacres de masse. Et l'objectif de ces massacres est évidemment de terroriser les populations musulmanes de façon à maintenir l'ordre colonial et à signifier à toutes celles et à tous ceux qui auraient quelque velléité de contester l'ordre colonial imposé par la Troisième République, de leur rappeler que s'ils le font, ils s'exposeront en effet à une répression féroce et dans certains cas, effectivement, à des pratiques massacrantes particulièrement meurtrières. Alors on reçoit Olivier Lecourt, Grande Maison et son livre Ennemi mortel, édité chez Apic Éditions. Et on se rend compte quand on lit votre livre, c'est que l'Algérien n'a jamais accepté l'administration coloniale. Il y a le hiatus a toujours été là entre d'un côté des musulmans et une administration coloniale et militaire. Vous évoquez par exemple des figures comme l'émir Khaled, qui est le petit-fils de l'émir Abdelkader, ou Messali El-Hajj dans les années 30 avec l'étoile nord-africaine, ou encore Farhat Abbas dans les années 30, qui demandaient des droits fondamentaux. Mais la France n'a jamais semblé comprendre ni le sens des révoltes, ni les demandes, ni même l'Algérien dans son ancrage et dans son anthropologie, Olivier Grande Maison. Alors vous avez raison de signaler que les résistances à la colonisation française débutent très tôt et en fait il faudrait remonter à la guerre de conquête menée par le général Bugeaud, avec évidemment les résistances extrêmement importantes et qui ont posé de très gros problèmes militaires à la France, les résistances organisées par l'émir Abdelkader. Effectivement, son petit-fils, par la suite, reprend un combat, alors qu'il n'est plus un combat armé, mais un combat pour les droits et libertés démocratiques de ceux qu'on appelle donc les indigènes. Ce n'est pas, comme vous l'avez dit, tellement que les autorités françaises ne comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent très bien, au contraire, le sens de ces revendications. Et ils comprennent très bien qu'accorder des droits et libertés démocratiques aux indigènes musulmans d'Algérie, les considérer comme des citoyens, aurait pour conséquence quasi immédiate, en raison justement de leur nombre très important, de placer les citoyens français en situation de minorité sociale et politique. C'est les raisons pour lesquelles
pendant toute la Troisième République, pendant le Front populaire également, c'est-à-dire de la part des socialistes et des communistes, rien ne va être fait pour changer de façon substantielle et radicale la condition des indigènes, parce que tout progrès sur le terrain des droits individuels et collectifs, je ne parle même pas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est évidemment pensé comme le début de la fin de la colonisation française en Algérie, dans un contexte où, faut-il le rappeler, ce territoire est un département et est pensé comme partie intégrante du territoire national par conséquent, quand bien même il y a bien sûr une discontinuité territoriale évidente, mais les élites politiques de la Troisième République tiennent évidemment énormément à l'Algérie, pour des raisons à la fois historiques, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons politiques bien évidemment, et aussi pour des raisons de statut, parce qu'encore une fois, il s'agit d'un département et qu'il s'agit par là même de défendre ce département et de défendre l'intégrité du territoire français contre toute velléité de contestation de la part des indigènes. C'est la raison pour laquelle ces revendications ne seront, sous la Troisième République en tout cas, jamais prises en compte. Alors le discours islamophobe, on en a parlé, loin de travailler le passé colonial en France, a, semble-t-il, des résonances contemporaines, troublantes. On n'en sort pas de ce débat, justement, du côté des élites françaises, avec toujours cet appui sur Renan, sur ce choc des civilisations. On a l'impression qu'on veut toujours remettre ces discussions de manière très tumultueuse avec l'histoire coloniale française, surtout ces dernières années, Olivier Le Grand Maison. Alors effectivement, la mobilisation d'un certain nombre de représentations négatives de l'arabe et des musulmans n'ont en fait pas cessé. Elles sont réactivées bien sûr pendant la dernière guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962, parce qu'il s'agit de rendre compte de la guerre menée par le FLN. Et parmi les éléments explicatifs, il y a la caractérologie, donc les caractéristiques intellectuelles, affectives, religieuses, culturelles imputées à l'arabe musulman, qui sont supposées expliquer les modalités de la révolte et les violences utilisées par le FLN. Et, pardonnez-moi, de façon plus contemporaine, il est clair que la succession d'un certain nombre d'attentats, je pense bien sûr au 11 septembre aux États-Unis, je pense aux attentats qui ont été également perpétrés sur le territoire français, ont très fortement contribué à réactiver ces images et ces représentations négatives de l'arabe et du musulman. Olivier Le Grand Maison, pardonnez-moi. Deux choses, à des fins prétendument explicatives, rendre compte de ce qu'il s'est passé aux États-Unis et en France, et d'autre part, non pas seulement à des fins explicatives, mais à des fins justificatives, pour justifier, là, et légitimer, d'une part, des dispositions exorbitantes en matière de lutte antiterrorisme, et pour justifier la stigmatisation, là, maintenant croissante, réitérée, des musulmans désignés par une très grande partie des élites politiques, intellectuelles, médiatiques, désignés au fond, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, comme une sorte d'ennemi intérieur, de cinquième colonne, qui fait peser sur la République des menaces majeures qui ont pris des formes d'ailleurs et qui ont été inscrites dans le droit. Je pense notamment à la loi qui a été portée par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la loi dite sur les séparatismes. Et le terme dit bien, c'est ce qu'il en est de ces représentations. Les Arabes musulmans sont effectivement pensés comme ceux qui menacent l'intégrité territoriale, politique de la France, d'où cette loi et ses conséquences, puisque sitôt qu'elle a été adoptée, elle a servi à justifier la dissolution de deux associations, le collectif contre l'islamophobie en France et le collectif contre le racisme et l'islamophobie, au motif qu'ils propageaient des conceptions dangereuses, alors même que aucun des dirigeants de ces deux associations n'ont jamais été poursuivis pour des discours pouvant relever de l'incitation à la haine raciale. Et donc il y a effectivement un durcissement, non pas seulement discursif au niveau des discours, mais qui se prolonge dans des dispositions juridiques attentatoires à des droits et libertés fondamentaux.
Mais on a l'impression que c'est un dossier qu'on laisse volontairement ouvert, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, la révolution algérienne. Justement, c'est un dossier pour qu'il soit disponible lors des campagnes électorales, lors des débats, pour venir y puiser toute espèce d'arguments et soit se faire élire, soit exister, soit se hisser à un certain sommet des sondages. Alors vous, en tant qu'historien, comment on en sort de ça? Comment on fait pour un peu apaiser les esprits et revoir l'histoire de manière plus scientifique, plus objective? Alors, tout d'abord, effectivement, souligner que désormais, et depuis longtemps, maintenant, il n'est pas d'élection nationale, je pense aux élections législatives et plus encore aux élections présidentielles, où la question de l'immigration, la question des réfugiés, la question de l'islam, et l'ensemble de ces questions est placé au plus haut de l'agenda électoral et dès lors que certains sont élus au plus haut de l'agenda politique et bien sûr dans certains cas au plus haut de l'agenda institutionnel. Je pense notamment de nouveau à la prise d'opposition de l'actuel ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui s'est de nouveau prononcé contre le port du voile à l'université et contre le port du voile pour les mères qui accompagnent des enfants à l'école, alors même que cette affaire a été tranchée par le Conseil d'État qui considère Olivier Le Courgand-Maison de la liberté d'opinion religieuse. Olivier Le Courgand-Maison, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle, ce soir on a parlé de votre ouvrage « Ennemi mortel, représentation de l'islam politique et musulman en France à l'époque coloniale », édité chez Apic Dissonance, un voyage pour mieux comprendre le présent et surtout l'avenir. Merci d'avoir été des nôtres. Tout de suite la météo et je vous dis à lundi.